un honneur pour moi de la présenter. Elle est praticienne hospitalière et responsable depuis 1999 de l'unité VIH dans le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Armand Trousseau à Paris. Elle est investigateur principal de la cohorte nationale ANSCO 10 des enfants infectés par le VIH en France, membre du conseil scientifique de l'enquête pédiatrique française et co-investigateur pour la cohorte des jeunes adultes couverts de la cohorte CO01 et des nouveaux-nés des mères séropositifs. Merci Catherine. Bonjour, alors j'espère que je suis sur la bonne... Hop, oui. Alors bonjour tout le monde, je trouvais important de pouvoir présenter aujourd'hui à un public qui ne soit pas uniquement pédiatrique la problématique de la transition de ces jeunes issus de la transmission materno-fétale qui arrivent à l'âge adulte, qui ont besoin d'être suivis dans des services adultes et pour lesquels bien sûr, il y a un temps de préparation en pédiatrie, mais il faut que l'accueil en service adulte soit adapté si on veut éviter perdu de vue, décès et toutes les catastrophes qui s'en suivent. Je voulais donc reprendre un petit peu une perspective historique pour positionner ce sujet. Dès 1995, et notamment James Oleski, a décrit la possibilité pour des enfants nés avec le VIH d'atteindre l'adolescence. Et à la surprise, à cette époque, 25% étaient déjà des non-progresseurs à long terme asymptomatiques. En 1996, les trithérapies ont renversé le paradigme du sida et du décès qui n'était plus alors inéluctable. Dans ces étapes, nous, à l'hôpital Trousseau en 1999, nous avons connu nos premières expériences de passage en service adulte de nos jeunes, ce qui montre que malgré tout, aujourd'hui, on est déjà à une vingtaine d'années de ce recul et de ces questions. Et puis aujourd'hui, maintenant, dans la cohorte nationale EPF, vous allez le voir dans la diapositive suivante, après disparition des décès pédiatriques, on constate un vieillissement de notre population, puisque 2/3 des inclus depuis la création de la cohorte ont aujourd'hui plus de 18 ans. L'autre chose aussi qui a été reprise dans des communications précédentes à cet AFRAVI, on nous a encore montré que les cohortes adultes bien suivies se rapprochent de l'espérance de vie d'une population générale. Dès lors, on sait qu'on s'inscrit dans un avenir de longue durée et que cette transition est inéluctable. Alors vous voyez ici la cohorte EPF, alors oui, ben voilà, j'ai trouvé la flèche. Et vous voyez que sur tous ceux qui ont été inclus historiquement depuis 1985, création de la cohorte, 317 ont plus de 18 ans, mais même 113 plus de 26 ans. Donc on est vraiment rentré dans un âge adulte. Et pour ceux qui sont inscrits et inclus dans l'étude Covert qui a inclus les jeunes de 18 à 25 ans contaminés et diagnostiqués et pris en charge avant l'âge de 13 ans, ces patients ont une longue histoire thérapeutique puisque en médiane à l'inclusion dans Covert, ils avaient une durée de traitement antirétroviral de 19 ans. Alors sur un plan géographique et épidémiologique, la collaboration internationale CIPHER a inclus les adolescents issus de diverses cohortes à travers le monde et a recruté ainsi les données de 38 187 adolescents ayant commencé leur suivi avant l'âge de 10 ans et ayant un point de suivi au-delà de l'âge de 10 ans. Et cette étude a été récemment publiée. Sur ces jeunes, 30 000 viennent d'Afrique subsaharienne, 3 000 d'Europe. Bien que les cohortes pédiatriques les plus anciennes soient les cohortes européennes avec les toutes premières existant depuis 1982 et la nôtre EPF depuis 1985, il existe des cohortes pédiatriques en Afrique subsaharienne depuis 1996. C'est donc dire qu'en Afrique aussi, et dans ces cohortes, la date de naissance médiane des inclus se situe entre 1999 et 2002. Donc ça nous montre qu'il y a aussi une médiane de 18 ans dans certaines cohortes africaines et que cette histoire de transition est absolument une réalité. Mais le point noir est que si un nombre croissant de jeunes atteint l'âge adulte, cette population des jeunes est la seule chez qui
la mortalité ne diminue pas, voire augmente. Alors là, voilà, j'ai forcément appuyé le mauvais bouton. Tchouk. Bon. Voilà. Vous voyez ainsi, avec la courbe rouge, les décès chez les adolescents de 10 à 19 ans, qui est les seuls avec cette pente ascendante. Une autre illustration intéressante est ces statistiques qui nous montrent qu'aujourd'hui, les jeunes issus de la transmission materno-fétale représentent la moitié, voire plus, de l'ensemble des jeunes dans 25 pays, notamment majoritairement d'Afrique subsaharienne. Alors, pour en revenir au cœur de notre sujet, la transition, quelle est la définition de la transition? C'est un mouvement planifié et orienté des adolescents et jeunes adultes présentant un problème médical chronique d'un système de prise en charge pédiatrique vers un système de prise en charge adulte. Ce processus, tout adolescent porteur d'une maladie chronique doit le traverser, et pour cela, il faut que non seulement les patients et leurs familles, mais aussi les services, que ce soit les services de pédiatrie ou les services de médecine adulte, s'adaptent. Pourquoi? Parce que cette période est à très haut risque de rupture de suivi, de rupture de traitement, d'aggravation de la pathologie, du fait non seulement de la discontinuité de la prise en charge, mais aussi des spécificités de la dynamique adolescente. Et le point sur lequel je veux insister, et j'insisterai tout au long, c'est l'importance d'une vigilance particulière, mais aussi prolongée des équipes sur ce processus qui est beaucoup plus long qu'il ne pourrait y paraître. Alors, certains points communs à toutes les maladies chroniques diagnostiquées dans l'enfance. Le service de pédiatrie est le lieu du premier lien thérapeutique pour l'enfant et ses parents, ce qui justifie un attachement particulier et prolongé. Le point critique est que le timing institutionnel de cette transition, que ce soit selon les services à 12, à 15, à 18 ans, ou autre, se place à un moment particulier de vulnérabilité du patient qui est propre à l'adolescence. Et ce processus de développement adolescent, qui comprend déjà dans tous les cas de figure la problématique du développement de l'autonomie et la prise de risque, va être modifié par la particularité de la maladie chronique. Il faut que le jeune comprenne sa maladie, comprenne ses enjeux, participe activement à sa propre prise en charge, et on sait que cette période est une période majeure de problèmes d'observance. Par ailleurs, la maladie et le handicap affectent le développement de l'estime de soi, et quand cette estime de soi est atteinte, tous les processus d'autonomie sont affectés aussi. Et puis, il y a un vrai problème de culture de service et de fonctionnement qui n'est pas le même dans des services de pédiatrie et dans des services adultes. Les cadres de référence ne sont pas les mêmes, la disponibilité des praticiens n'est pas la même, la taille des files actives est sans aucun commun rapport, le déroulement de la consultation n'est pas le même. Par exemple, pour ne pas le citer, un pédiatre examine toujours son patient. Les médecins d'adultes, nombre d'entre eux n'examinent pas les patients, et ça c'est un vrai choc culturel et un problème pour avoir confiance dans le médecin d'adulte. Comprendre les nouveaux fonctionnements de la structure, créer un nouveau lien sont donc vraiment des enjeux très particuliers. Et puis, il y a des spécificités cliniques dans des maladies à présentation initiale pédiatrique par rapport à la même pathologie, mais quand elle commence à l'âge adulte. Alors, certaines spécificités, notamment qui sont vraies dans le contexte africain, c'est que la prise en charge initiale reste souvent tardive et que de ce fait-là, il existe un impact durable sur la croissance staturopondérale. La dernière analyse de cohorte à laquelle participait Valériane Leroy, par exemple, montrait que, encore dans les cohortes africaines, à l'adolescence et à cet âge de transition, 25% des jeunes présentent encore des retards de croissance majeurs et puis des retards de développement pubertaire qui font que leur aspect physique est souvent très en deçà de leur âge chronologique. L'annonce très tardive du diagnostic, avec encore certains qui n'ont toujours pas été annoncés, comme on dit souvent là, vers l'âge de 18 ans, donc un drame absolu. Pour le VIH, un vrai problème identitaire, puisque si c'est déjà vrai pour des adultes qu'à partir du moment où on leur annonce leur séropositivité, cela s'inscrit dans cette identité, ces jeunes, ils sont nés avec, et donc quelle est leur identité en dehors du VIH?
il faut les aider à la réfléchir. Le vécu traumatique multiple, ça c'est une réalité aussi. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs parents, il y a des décès de fratrie, ils sont itinérants au sein d'une famille élargie qui s'occupe peu d'eux, avec beaucoup d'abandon, de maltraitance. Certains ont des handicaps physiques. Beaucoup n'ont pas été investis et leur scolarité, l'importance du temps consacré à la scolarité et au développement professionnel n'a pas été investie. Et puis, encore un plaidoyer nécessaire, c'est que sur le plan matériel, beaucoup ont pu bénéficier au niveau de leur prise en charge pédiatrique d'une gratuité totale de l'ensemble de la prise en charge. Et quand ils arrivent en service adulte, certains éléments ne sont pas pris en charge, ne sont pas gratuits, alors que ces jeunes n'ont aucune forme d'autonomie financière. Donc les challenges de cette prise en charge, c'est non seulement de suivre, d'avoir un bon suivi médical, mais aussi il faut qu'il y ait un projet de vie personnel et il va falloir les accompagner pour ce projet de vie au niveau familial, social, scolaire, professionnel. Alors cette citation de l'équipe britannique qui a montré comment la mortalité chez les jeunes contaminés par voie materno-fétale quand ils sont passés en adultes non seulement a radicalement augmenté, car s'il n'y avait aucun décès dans le temps pédiatrique, il y a eu 11 décès retrouvés dans les 2 ans qui ont suivi leur passage en service adulte, et en insistant sur le fait que la plus grande cause de ces décès sont liées à la souffrance mentale, que ce soit directement par suicide actif, vous voyez 2, mais que ce soit par pathologie liée au sida, par inobservance liée à cette souffrance mentale. Ce qui pose la question, donc, vraiment au cœur de la raison de mon intervention ici, est-ce que les fonctionnements des services de médecine adulte sont aujourd'hui adaptés au suivi des adolescents et jeunes adultes? La réponse est non. On retrouve aux États-Unis, Alison Agwu a montré que chez des jeunes, et sur ce papier-là, c'était même des jeunes contaminés à l'adolescence, donc qui n'avaient pas tout cet attachement précoce et durable, ceux qui ont initié un traitement en médecine adulte avaient un risque relatif de rupture de traitement plus de 3 fois plus élevé que quand ce suivi et cette prise en charge étaient initiés en pédiatrie. Donc, ce qui montre l'importance de cette attention. Eric Cavage, qui lui a regardé au sein d'un même service, donc avec les mêmes praticiens, les prises en charge avant l'âge de 24 ans ou après 24 ans, soulignait bien l'effet de l'âge par rapport au risque beaucoup plus élevé d'échec virologique, de rebond virologique et de perte de vue. Il est donc absolument indispensable de se remettre en cause pour savoir que faut-il faire pour mieux prendre en charge ces jeunes. Nous avons constaté des choses un peu similaires au sein du Corévi Île-de-France Centre, où la file active est de 11 000 patients. Vous voyez que les patients de moins de 25 ans aujourd'hui sont une infime minorité de la prise en charge. Ça n'est qu'une toute petite partie de l'activité des médecins de ces files actives adultes. Et si encore on regarde ceux qui sont contaminés depuis l'enfance, on est à 0,3% de la file active adulte. Donc c'est vrai que c'est difficile de mobiliser des praticiens dont c'est une si petite partie de leur activité, de sorte que le risque relatif d'être perdu de vue, d'avoir une charge détectable, on les retrouve là encore plus élevés. Ce n'est pas vrai que du VIH. On sait aussi que pour les jeunes greffés rénaux, 35% ont perdu leur greffon dans les 3 ans de leur transfert en service adulte, et que pour les diabétiques, c'est aussi 1/3 de perdu de vue à l'issue du suivi pédiatrique. Donc vraiment, c'est une problématique qui n'est pas du tout singulière au VIH, mais qui est réelle de tous ces jeunes. Donc après ces nouvelles un peu sombres, nous allons essayer de voir quelles ont été les solutions qui ont pu être positives. Et vous voyez que cette étude a essayé de s'attacher aux éléments du suivi qui amélioraient les chances d'être retenus dans les services. Importance que la salle d'attente soit plaisante ou en tout cas adaptée pour les jeunes. L'importance de les relancer par mail ou par texto, l'importance des horaires de soirée, mais aussi de la formation des praticiens. Une revue de littérature retrouvait un peu les points importants.
anticiper les difficultés, préparer déjà pendant leur temps pédiatrique l'aptitude à la transition, l'autonomie, notamment utiliser les groupes de patients dans cette préparation, et puis familiariser les jeunes avec la réalité ultérieure, les locaux, le personnel de leur futur suivi. Prendre en compte les problèmes logistiques et matériels, les questions de couverture sociale et la souffrance mentale. Et sur le plan des services de médecine adulte, l'importance d'un référent identifié, stable, disponible, s'intéressant aux problèmes des adolescents, mais aussi d'une bonne communication entre les professionnels des deux services. Alors cette petite diapo un peu lourde, comme ça, est un travail fait par une chercheuse en santé publique qui a essayé de modéliser la façon dont les questions se posent et dont, pour un succès de la transition, il faut s'attacher à l'analyse des différents facteurs qui peuvent avoir une influence intéressante. Et donc, l'importance de construire des ponts entre la pédiatrie et les services et non pas de rester cloisonnés. Donc, quelles modalités transitionnelles ont été utilisées ou peuvent être utilisées? Il y a des questions d'espace spécifique, de lieux dédiés, comme à l'espace Guy Moquet de l'Hôtel-Dieu de Paris, ou le fait d'allouer un temps donné au sein d'un service de médecine adulte, comme l'expérience à Dakar ou à Bruxelles, ce qui permet aussi aux jeunes de se connaître, de s'identifier et d'avoir un soutien qui se crée un peu naturellement. La gynéco peut aussi favoriser le transfert. Et puis, le pédiatre peut consulter en adulte, l'adulte peut consulter en pédiatrie, il peut y avoir des consultations conjointes, des staffs conjoints. Et donc, à la préparation d'amont, doit se suivre un aménagement selon les modalités que je vous ai un petit peu déjà dites antérieurement, qui peut être le médecin, mais il peut y avoir une infirmière un petit peu dédiée à s'assurer de l'absence de perdu de vue, aux relances, à l'accueil, à faire un petit peu une guidance dans cette nouvelle culture de service du jeune. Et c'est très important parce que ça, on l'a retrouvé, quelle que soit la pathologie et quelles que soient les équipes, qu'une fois que le jeune est déjà arrivé en service adulte, il faut au moins 2 à 3 ans avant qu'il intègre une façon de vivre ce suivi qui peut être comparable aux adultes. Donc vraiment, cette attention spécifique doit être prolongée. Et puis, le travail que peuvent fournir les associations, les forums, ou comme ça a pu être fait à Boaké, par exemple, d'adapter les rites de transition de la culture à un rite de transition pour les jeunes qui vont passer tous ensemble à travers une cérémonie un peu ritualisée en service adulte. Voilà les forums qu'on a fait. Et pour rentrer sur la thématique dont on parle beaucoup aujourd'hui, les soins différenciés, en quoi dans ces soins différenciés s'adaptent ou doivent s'adapter pour les jeunes patients. C'est sûr que certains peuvent être stables et vus 2 fois par an, mais ceux qui vont mal, il faut au contraire que ça soit quelque chose d'intensifié, mais qui essaye de prendre en compte les calendriers scolaires pour les mettre le moins possible en échec. Se pose la question de l'anonymat du lieu. Il y a une peur encore plus importante chez ces jeunes de la stigmatisation au sein de la population VIH en général. Il faut que les soins proposés prennent en compte non seulement les besoins médicaux, mais sociaux et psychologiques. Les fast-track d'ARV, il est hors de question qu'ils fassent la queue parce que sinon ils arrêtent de venir, ça c'est sûr. Et ce que je voulais juste en conclusion rapidement dire, c'est que ce qui était utile aux jeunes nés avec le VIH quand on adaptait son service à une bonne prise en charge de ces jeunes, serait bénéficiaire aussi aux jeunes nouvellement diagnostiqués, même contaminés par voie sexuelle. Et je montrais ces figures-là qui montraient les chiffres qu'on a par exemple en France pour les jeunes nouvellement diagnostiqués avec le VIH. Je vous remercie. Merci pour le respect du temps. On va prendre 1 ou 2 questions. Aucune question. Donc, il y a une question de mythe. Oui. Le micro, s'il vous plaît.
Oui, je voulais vous demander pour les services de soins différenciés en pédiatrie, souvent il y a encore beaucoup de réticences pour déclarer un patient pédiatrique stable et qui peut être mis, avoir un suivi allégé comme vous proposez. Est-ce que vous avez des expériences dans ce genre et éventuellement des résultats? Alors, on revient plutôt sur la pédiatrie, déjà en amont, et je suis... Finalement, ça me permet de faire le commentaire. Je me suis dit que je voulais vous poser la question, et donc on la met là. C'est vrai qu'une des questions pour les enfants petits, c'est la vraie question du changement de dose. C'est-à-dire qu'un enfant, dans sa phase de croissance, pour qu'il ne soit pas sous-traité, on doit en permanence réadapter les doses. Donc si ce qu'il attend dans le lieu de distribution, c'est une dose fixe avec pas les moyens de s'adapter au poids qui a changé, là, on va en toute bonne conscience le mettre sur la voie des résistances, même en le pesant sur place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une intégration avec du coup le changement immédiat adapté. Donc il faut pouvoir se projeter d'être dans une période de croissance staturopondérale et de l'absence de besoin de changement de posologie anticipée dans quelque chose de très stable. Et puis, il y a une autre chose, mais qui à ce moment-là serait une adaptation du profil de la personne qui serait dans le PODI, c'est que si on veut avancer vers une intégration de la pathologie, vers une connaissance, vers une révélation plus précoce et plus adaptée du diagnostic, ça se passe dans une relation de confiance qui doit être créée et qui est créée avec un individu, qui n'est pas créée avec une structure en tant que telle. Il faut connaître l'enfant et que l'enfant vous connaisse pour qu'un lien de confiance soit établi. Donc le type de professionnel en question n'est pas la question, mais c'est le fait qu'il y ait un lien actif de connaissance. Donc c'est tout ça qu'il doit falloir réfléchir dans les modalités. Et pour les adolescents, donc c'est effectivement dans les soins différenciés. L'OMS dit bien que là encore, attention aux adolescents, mais la question, là encore, est celle du lien. C'est-à-dire, ce n'est pas la nécessité de la consultation médicale, ça peut être un lieu d'accueil de groupes d'adolescents ou de choses comme ça. La réponse n'est pas forcément médicale, mais c'est la tâche. Merci. Pas d'autres questions? J'ai juste, du coup, pour ceux que ça intéresse, là, nous avons fait dans le service une petite brochure qui est Parcours du jeune majeur face au VIH, et j'ai quelques exemplaires de ça, s'il y a des gens que ça intéresse tout à l'heure. Voilà. Merci pour votre présentation.